Donc, on Bonne va chance tout le monde. commencer. Bisous sur les fesses droites. Bisous sur les fesses droites, en effet. Moi, est-ce que je suis encore connecté à Discord? Oui, je vais me déconnecter également. On ne voudrait pas qu'il y ait une interférence. Et on va aller commencer immédiatement avec les exclusions. Donc, à base, c'est vraiment juste un test, ok? Genre, je vais aller caster comme une scrim. Je suis même pas certain si ça va être streamé. Mais tu sais, c'est juste pour dire, on va tester quelque chose. Et puis si c'est concluant, il va y avoir des lands très intéressants qui vont s'ouvrir à moi. Ah, faut pas oublier le good luck, have fun. Yes, ça c'est toujours très important à ne pas oublier. Monarchie G3, pardon, la G3 va y aller avec son premier ban. Un ban qui va venir sur mon tank. Ça c'est quelque chose, je dirais, un petit peu surprenant. D'un fois, on a mon tank qui est utilisé, mais définitivement pas tout le temps. Donc, de se dire que c'est vraiment le seul opérateur en attaque que tu puisses te permettre de ban, que tu choisisses de ban montagne, c'est quelque chose d'unique. Et puis, on n'aura pas vu ça très souvent. Finalement, voilà, la monarchie va ban son attaquant. Pour le ban Jackal, c'est quelque chose de beaucoup plus typique et standard, on peut vraiment comprendre. Avec les pays, on dirait la Coupe du Monde. Ouais, ben en fait, c'est parce que la G3 n'a pas de logo. C'est pour ça que je mets leur pays à la place. Et donc là, voilà, la monarchie va pouvoir ban son défenseur. J'ai à parier Caveira, Mira, Echo sont des bans typiques. On enlève ici Jäger. Ça m'indiquerait peut-être qu'il va y avoir une utilisation des grenades beaucoup plus intensive chez la monarchie. Va falloir voir ce que ça va donner. Et puis Flex on joystick qui fait thanks pour le target ban. Ah, les target bans. Quand on connaît trop bien les joueurs dans l'équipe adverse, c'est quelque chose qui arrive souvent. Voilà, quand j'énumérais les bans qui étaient relativement susceptibles d'arriver, que Mira soit ban, ça c'était absolument aucunement surprenant. Donc voilà, on va aligner avec notre première manche. Cette manche-ci qui va évidemment venir au casier de l'armurerie et aux archives. Il n'y a rien de bien particulier à ça. Grâce à moi, en effet, j'étais surpris d'ailleurs, tu l'as dans tes amis, Raptech GF là. Et puis je faisais comme, ah, ami en commun, Raptech, quand je l'ai appelé sur Discord. Voilà, donc la composition va être dévoilée. Là, toujours la question, ça va être, est-ce qu'il y a un changement de rôle? Et puis pour l'instant, on voit personne qui va sauter dessus. Mais évidemment, ça peut toujours changer. Quoique typiquement, s'il va y avoir un changement de rôle rendu là, il serait consommé. Donc ici, c'est plus les joueurs qui sont en train de confirmer leurs opérateurs, les équipements qu'ils vont prendre. Matix, finalement, va changer d'opérateur de Echo vers Maestro. Quoique ça change pas grand-chose au niveau du style de jeu ou de la place que ça va jouer dans la composition. Après tout, Echo est bien pratique. Ah, les devs ont fixé ça. Ah, les devs ont fixé une coupe d'affaires. Oh, j'adore. Ok. Pour les spectateurs, la perspective de spectateurs pour les compétitions a été vraiment améliorée avec la toute dernière mise à jour. Et ça, c'est du beau. Je vais descendre un peu le son, c'est un peu fort dans mon casque. Donc voilà, on va avoir une première défense au top. On peut voir la défense ici des membres de la G3 qui va être assez large. Je vous rappelle que la G3 est une team qui est en full PK. Donc ce sont 5 joueurs qui ne se connaissent pas et qui essentiellement n'avaient pas d'équipe, qui voulaient quand même jouer, qui voulaient quand même participer à la compétition. Donc ils ne se connaissent pas particulièrement bien. Ils n'auront définitivement pas de strat ou de pratique de fait ensemble. Donc c'est comme s'ils avaient tous lancé la classe en solo queue. Les résultats vont définitivement être variables par rapport à ça. Et puis justement, ce qui est un peu inquiétant, c'est que ça va vraiment faire contraste avec la monarchie ici. Déjà une première fusillade qui s'enligne de presque. Slane qui va juste rentrer dans le trou ici et qui va probablement, voilà, déjà trouver son premier kill. Slane avec le premier sang, très bien joué. Un assaut quand même agressif, mais qui va pas agresser l'objectif même. Qui va jouer le rez-de-chaussée, mais pas les emplacements du rez-de-chaussée auxquels on s'attendrait. Oh, et on a, je pense, Bandit qui est juste ici. Donc voilà, si Slane voulait ouvrir au bon endroit, il aurait possibilité de faire un kill. Il l'a tout juste pas vu. Là, il va réaliser qu'il y a quelqu'un dans les environs. Mais c'est tout juste trop tard. Immortel, c'est bien relocalisé.
Immortel, pardon, c'est bien relocalisé et il va avoir réussi à survivre face à ça. Par exemple, ces problèmes ne sont pas terminés. Voilà, on a Ying ici qui commence à arriver. Slane de son côté est capable de faire un frag. Immortel qui était vraiment... Voilà, il va se retourner, il va être capable de faire un kill. La -2 va-t-elle passer? Seulement s'il se fait push, mais il y avait quelqu'un de l'autre côté vers A. Quoique c'était d'ailleurs un mur renforcé. Buck, par exemple, est en train de monter l'escalier lentement, mais sûrement ici, si on ne fait pas attention. Ça va être Zex qui va recevoir de la pression. Il a fait un kill, donc définitivement, sa position est connue. Il entend probablement le Buck, mais il veut pas non plus aller chercher la fusillade plus agressivement que nécessaire. Ici, voilà, on va commencer à le piquer. Il a vu le bout du canon qui a donné un préavis à son emplacement. Mais là, Slane, pour sa part, est capable d'ouvrir un trou. Non, finalement, ça ne passera pas. Zex va lui faire un beau kill dans le dos. Et donc là, l'avantage numérique a été un peu annulé. On va avoir Kankai qui est en train de prendre le contrôle ici de B. Ici, oh, Thatcher qui voulait tenter les travers. Malheureusement, ça passera pas. Il va donc perdre le désamorceur. Ça va nous laisser avec Kankai en situation de 1v2. Il sait que le moindre moment que Bandit lève sa tête, il va se prendre une balle. Et voilà, on tente la rotation, mais ça va passer. On va venir le flanquer. Et ça ne passera pas, par exemple. Même si Lésion lui a infligé beaucoup de dégâts, là, il est très mal placé. Et voilà, Immortel va remporter la première ronde pour son équipe, les G3, donc, qui vont mener dès le début, quelque chose qui est un petit peu surprenant, encore une fois, dans la mesure où ils étaient en full pick-up, mais rien n'est donné. On va leur demander s'ils veulent un Rios, mais ce serait quand même un petit peu bête de brûler leur Rios dès le début. Voilà. Ok, donc ils ne veulent pas le Rios. À base qui fait le 5v4, nice. Ouais, ça c'est sûr que c'est toujours dommage. Ça on peut pas le nier. Mais apparemment, ce ne sera pas un problème pour l'instant, pour aujourd'hui. Il y a quelque chose d'autre. Voilà, il est de retour, mais je ne pense pas qu'il va jouer cette ronde-ci. Ah, oui, c'est ça. J'avais quelque chose à faire. C'était de lancer OBS ici sur le PC Gaming si on voulait avoir les replays. Hop. Section de scène for replays. Voilà, démarrer le tampon de relecture. Et on va être prêt à avoir les replays dès la prochaine ronde. Désolé, j'avais oublié ça. Manche 2. Encore une fois, la G3 qui gagne sa première ronde, c'était quelque chose auquel on s'attendait pas trop. L'avantage numérique, il y avait probablement une incidence. Tout de même, rien n'est donné là-dessus. La deuxième ronde va charger sous peu. La deuxième ronde, donc la défense ayant réussi, on va se retrouver au rez-de-chaussée, donc dans la salle de ventilation et dans l'atelier. Et puis la composition, ici on peut voir qu'il va être pas trop lourde. Regardez les opérateurs, il n'y en a pas un qui a 3 points d'armure. Vraiment, il n'y en a que 3 voilà, qui ont 2 points d'armure. Et donc ça va être une défense beaucoup plus légère, on pourrait s'attendre à avoir beaucoup plus de mobilité. Je ne vais pas nécessairement insinuer que tout le monde va partir en roaming, je ne m'attendrai pas à avoir Castle et Mute carrément roamer tout ça. Mais définitivement leur but ça va être beaucoup de rester sur l'objectif, mais tout de même avec une bonne mobilité, parce que c'est pas des Rooks, c'est pas des Maestros, c'est pas des Echo. Ils sont pas faits pour vraiment tenir une ligne de manière statique et encaisser plus de dégâts que leurs adversaires. Les barricades Castle ici de Matix, tout à fait prévisible. Parce que lui, est-ce qu'il a posé ses brouilleurs derrière les barricades Castle? Ça aurait pu être intéressant, mais non, on peut voir qu'il y en a quelques-unes, voilà, derrière des murs renforcés de cette façon. Et ici... Non, quand il s'affiche in-game... Ah bah, je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par non quand il s'affiche in-game. On a Slane qui va encore une fois jouer Buck de la même façon que précédemment. Donc il va tout simplement ouvrir comme avec un seul tir, un coup de rotation dans un mur non renforcé. Et puis ça va lui permettre de rentrer et d'arriver de manière particulièrement agressive, ce qui peut être très favorable justement pour une attaque. Pour l'instant par exemple, on ne s'enligne pas pour un rush à l'aveugle pour autant. On va avoir ici très rapidement les drones qui vont prendre les informations. Donc Lazuni ici va pouvoir commencer à rentrer, commencer à tenter les pré-shots. Et Flexion Joystick va réussir à faire son premier frag. Lazuni va donc sentir la pression qui va venir. Il va réussir à faire un kill de son côté. Il va être allé chercher le refrag, mais pas sans encaisser une grosse quantité de dégâts. Il est maintenant presque mort et la prochaine balle qui va l'atteindre va le tuer. On a, pour tout dire, qu'à éternuer dans cette direction générale et il va tomber à terre raide mort. Zex semble savoir que la pression va venir sur lui. Par exemple, Zelok ici est capable d'aller chercher le kill. Parfaitement bien joué. Zelok va aller chercher la -2. Oh, ici le kill lui échappe de tout peu. Voilà, il va rusher. Et maintenant, la -2 va arriver. Même si ce n'était pas particulièrement un kill qui est arrivé en très rapide succession. On a tout de même Seigneur du Sol, la Nitro de Hask qui va aller chercher le kill. Nitro au plafond, j'ai l'impression qu'il a tué Slane. Donc Buck n'est pas mort à partir de quelqu'un qui est en face de lui.
Et là, c'est une situation de 3v2. Par exemple, on peut voir Lazuni qui est très faible en question de vie. Zeloak qui a été réanimé, lui aussi, va avoir assez peu de vie. Et donc, même s'ils ont un avantage numérique, les membres de la monarchie, en termes de puissance de feu, en termes de vie, en termes de à peu près tout, ils n'ont pas un avantage inné. Hask ici va être seul sur l'objectif pour recevoir de la pression. On a des déplafonds qui sont en train de se faire ouvrir, les trappes qui sont ouvertes, il va définitivement devoir jongler différents angles. Matix qui va vouloir revenir ici. Oh, est-ce qu'on a un pulse d'ailleurs qui est en train... pas pulse, pardon, thermite qui est en train de droner juste de là. Ça aurait pu faire du sale, mais il était caché, il n'y avait pas moyen de le voir depuis la fenêtre. On peut voir ici Hask qui se replie un peu sur A, donc il est en train de plus ou moins perdre le contrôle sur B. Fort heureusement pour lui, personne n'est rentré de ce côté-là, pendant qu'il ne regardait pas. Avec 30 secondes, on peut savoir que l'assaut final va arriver dans pas long. Le fusil à pompe aurait pu être tout à fait mortel, mais finalement, personne ne push au même moment où tout simplement il a raté ses balles. On est en train de commencer à poser. Matix sait qu'il va devoir empêcher les désamorceurs de se faire poser. Il arrive du bon côté, par exemple, sur sa gauche, il y a quelqu'un qui va réussir à faire un kill. Est-ce qu'il est capable d'empêcher la pose des désamorceurs? Non, malheureusement, c'est un peu trop tard. Et c'est ainsi que Lazuni va arriver dans son dos, va aller faire le kill et va remporter la ronde pour la monarchie. On est maintenant en situation de 1 à 1. Ok, 4 bleus vs 4 oranges quand il reste le joueur en vie. Ah, ouais, ça c'est... Tu sais, quand je disais, ils ont changé des affaires. Et puis ils ont bien fait les choses. Ah, on a encore perdu quelqu'un. Lazuni a encore perdu la connexion, malheureusement. C'est tout à fait dommage. Hop. Et donc, vraiment... On a un petit problème ici, ça c'est... Ah. Bon. Est-ce que je suis dans cette santé? Ah, donc le replay cette fois-ci va fonctionner. Le capitaine a manqué la double élimination, ça fait la moitié de... Ouais, ça c'était vraiment du solide comme on peut l'avoir ici dans le replay. Malheureusement, il s'est fait refrag très rapidement après. Ouais, ok, donc en même temps, il y a un Rio, ce que j'aurais un petit peu raté. Oui, voilà, ok. Donc on va aller quitter ça. Et finalement, avec le kill final, juste ici, un très beau flanc de la part de Thatcher qui a particulièrement bien joué son timing. Oui, donc on va aller recréer ça. Abandonner le match, abandonner le match. Malheureusement, je regarde pas trop le chat écrit quand je suis en train de gérer le live. Oh, hey. Oh, sans la correction vidéo, on n'est plus sur la bonne couleur pour enlever le fond vert. Il va falloir que je règle ça en même temps. J'ai beaucoup d'affaires à faire. On va s'occuper de tout ça en temps et lieu. Voilà. Ça va devoir venir ici. Je vais en avoir besoin également. La partie qui est en créer. En fait, je pense que je vais remettre ça parce que le fond vert à semi-transparent, c'est affreusement laid. Et puis, Immortile, invitation envoyée. Et puis, on va avoir également... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle, dans le membre de la monarchie, Slain va se faire inviter également. Voilà. Oui. Hein? Ça. Hop, les joueurs sont en train de se connecter. Comme ça, voilà. Ok. Ouf. Beaucoup de choses à gérer pour une seule personne. Les opérateurs à exclure sont donc Montagne, Jäger, hop, Jackal et Mira. Pour l'anecdote, tous les opérateurs espagnols ont été enlevés. L'équipe bleue s'appelle G3. Et l'équipe orange s'appelle inverse. G3. Et l'équipe orange s'appelle Monarchie. Là, dans l'historique, la première manche a été gagnée par l'équipe orange et c'était au top. Voilà. La deuxième manche, pour sa part, on est venu à la salle de démonstration et l'atelier. C'était gagné par l'équipe bleue. Et voilà, donc on devrait être prêt. On va juste rester à inviter les membres de la monarchie. Ce qui va être fait très rapidement. Ah, Kankai est là, donc on va très rapidement avoir le reste de son équipe qui va se connecter. Voilà, eux se connectent, ça c'est bien. Et puis sinon, ben, on va lancer une question ouverte dans le chat. Comment allez-vous en ce beau samedi matin?
Les vacances d'été arrivent bientôt, ça va être excitant pour vous, j'ai l'impression, ou j'imagine. Ah oui, et puis ici, pourquoi est-ce que c'était en trop grande qualité vidéo? On est en 1080p. Fort étrange. En ce qui concerne le replay, fort étrange que ça n'ait pas été dans la bonne taille. Taille. Je serais pas en mesure de dire. Je ne serais pas en mesure de dire. Dans l'équipe orange, les noms, ça va être Immortil.Iblus, Flex on Joystick. Tout ça. Encore une fois, l'équipe full pick-up qui se défend surprenamment bien. Ouais, est-ce que vous êtes prêts? Ready. Dans ce cas-là, bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Merci. Oui. Merci. Merci, merci, merci. Ah. Donc, on s'enligne pour la troisième manche. Mon pseudo, c'est Kaneki. Kaneki, ok. C'est bon, je le lisais peut-être un petit peu en anglais, en fait, le pseudo. Mais c'est noté Kaneki. On peut voir, pop, 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 Boss t'a joué, SKR, comme Boss t'a joué. Ouais, Rhinox, comme Boss, t'es en train de jouer, mais sur un autre live. Donc, il y a un deuxième caster aujourd'hui. Et puis, ce deuxième caster-là, je vais voir si je suis capable de le retrouver très rapidement. Frank Draco. Hop, sur son profil. Il n'a pas son Twitch dans son profil. On va lui envoyer un message. Par exemple, s'il est en train de caster, il pourrait être un peu trop occupé ou un peu trop concentré pour voir le message et donc m'envoyer sa chaîne Twitch. Mais oui, il est en train de... Voilà. Sérieusement, ton stream est presque parfait pour un seul gars qui gère tout ça en même temps. Pourtant, qui gère tout ça en même temps que les PL à une grosse régie. Ouais. Ah, Boss qui fait ouais, ça va? Cool, je suis content. Je suis content pour vous. C'est toujours beau à voir quand ça va bien, essentiellement. GG pour ça. Merci, merci. Définitivement. C'est pas facile, mais on y essaye, Donc, vous pouvez noter qu'on retourne à l'atelier ici. Évidemment, la défense ayant échoué. Moi, je vais devoir baisser un peu mon volume parce que ça commence un petit peu fort. Ah. Ah, comme ça, c'est mieux. Ouais. Donc. Ah, c'est peut-être un peu trop faible, par exemple, pour vous. On va le monter un peu. Ah. J'adore ça. J'ai récemment installé un mixeur sonore sur mon PC. Un mixeur sonore logiciel, je devrais dire. J'ai pas acheté comme une table de mixage physique. Et puis, je trouve ça super pratique parce que justement, je peux me descendre le son dans mon casque sans le descendre pour le live et tout ça. Et puis, c'est de toute beauté. J'ai descendu un peu trop fort, un peu trop faiblement ici. Mais c'est pas grave, l'attaque est déjà en train de commencer à arriver. Au même moment où on peut voir, c'est encore en train de barricader des portes, renforcer des murs. Donc Matix ici va avoir encaissé une quantité non négligeable de dégâts dès le début de la partie, ce qui est un peu dommage. Slane mettait de la pression par la porte principale. Encore même chose ici, on avait quelqu'un au top qui est en train de renforcer Zex. S'il faisait pas attention, il pouvait se prendre un travers sur ce mur-là parce qu'il se faisait carrément tirer dessus. Et puis j'ai l'impression que The Log justement a l'information parce qu'on peut voir la pression qui va arriver très rapidement. Et nécessairement, il n'y a pas moyen d'attaquer en bas sans déloger l'étage supérieur. Donc c'est quelque chose que les membres justement ici de l'attaque de la monarchie ne vont pas tarder à faire. Bob, voilà, va trouver le mur non renforcé, il va tout de suite commencer à chercher. La grenade frag va se faire lancer, mais est-ce qu'il ira chercher des kills? La réponse, peut-être non, il l'a lancé tout juste un peu trop loin. Immortil de son côté va être capable de chercher un kill avec la nitro. Donc Pulse au rez-de-chaussée qui utilise son gadget sur le plafond, c'est à ne pas sous-estimer. Zeloak très rapidement va prendre l'information ici sur la présence de son adversaire. Slane également va être en train de droner, va juste vouloir s'assurer qu'il n'y a personne dans leur dos, ce qui évidemment ne sera pas le cas. Zex pour sa part aurait peut-être une petite opportunité justement s'il y a des gens qui sont en train de droner, mais t'es pas en situation comme de 1v3 mais juste 1v2, voire même 1v1. L'opportunité en or, voilà, il y a encore des drones qui sont en train de bouger. L'équipe Monarchie a perdu le désamorceur Immortil qui est capable de faire un kill. Ici, Flex qui a fait un beau flanc, ça nous laisse déjà avec les attaquants qui étaient en train de jouer l'anti-roaming, qui vont être les deux derniers en vie. Donc c'est un peu ironique, on se dit, eux vont juste abattre ceux qui ne sont pas sur l'objectif avant de se diriger vers l'objet. Ici par exemple, lancer la charge Candela au mauvais moment, ça pourrait être fatal. Le travers va-t-il passer ici? J'ai l'impression que non, Zeloak malheureusement est flashé. Donc ça va être Slane qui va rentrer, Slane qui va réussir à faire un premier kill. Les deux ont-ils des mingous dans les pieds? Non, c'était vraiment que Slane. Zeloak semble s'attendre à ce que quelqu'un arrive dans son dos, mais ce ne sera pas le cas.
On va donc continuer à droner. Tout ça s'est arrivé relativement rapidement. Donc, malgré le fait qu'il y a déjà 5 joueurs qui sont morts, 4 joueurs qui sont vraiment morts, 3 pour la monarchie, un seul pour la G3. Au moment où je dis ça, Zeloak est capable d'aller chercher un autre kill. Tout de même, il reste 50 secondes, donc droner, se relocaliser et puis justement prendre l'information et prendre un moment d'arrêt pour penser à ce qu'on veut faire, c'est encore amplement dans les cordes des membres de la monarchie, vu qu'ils en ont encore le temps. Par exemple, au moment où je dis ça, le temps commence lentement, mais sûrement à s'écouler, et donc rien n'est donné pour l'instant. Il y a quelqu'un sur sa droite, par exemple, est-ce qu'il s'en rend compte? Surtout Pulse est encore en vie, ça c'est à noter. Il va pouvoir donner un préavis. Juste ici, par exemple, le flic ne passera pas, Matix va avoir un kill, somme toute relativement facile. Slane va donc être en situation de 1v3 sans le désamorceur avec à peu près la moitié de sa vie, 20 secondes au chrono. Ça va être particulièrement difficile. Les grenades à gaz de smoke vont évidemment causer un gros problème. Et puis là, il va se dire, je n'ai pas vraiment le choix. Le travers aurait pu passer s'il avait été un petit peu plus insistant, quelqu'un juste ici, mais on veut lancer les charges Candela au moment où Ask va aller chercher le kill. Une charge Candela dans ta main, c'est pas ce que tu veux avoir quand ton adversaire, lui, a bel et bien une arme dans sa main. Et voilà, Ask qui va donc aller chercher le kill et la victoire pour son équipe. On est maintenant en situation de 2-1. Et on va enligner avec les replays sous peu. Malheureusement, j'en ai pas beaucoup. J'aurais raté une bonne quantité de kills. Tout de même, on va avoir que 3 kills essentiellement. La première recharge Candela ici, définitivement le jeu de l'anti-roaming de l'attaque qui a beaucoup souffert. Parce qu'après ça, ils ont perdu 3 joueurs juste à déloger les roamers, ce qui n'est pas du tout supposé arriver. Et puis ça leur laissait tout simplement 2 joueurs pour attaquer l'objectif. Attaquer ou push un site avec 2 joueurs, c'est vraiment pas facile. Est-ce que tu sais les teams? Ok, j'ai une question pour ton scrim que tu vas casser le 13 juillet. Non, j'en ai absolument aucune idée. Par exemple, la bonne nouvelle, c'est que je vais hypothétiquement, possiblement, voilà, avoir un co-caster qui va être Raptech lui-même parce que je vais hypothétiquement, peut-être, carrément, aller... Ah, Zeolac. Ok, Zeolac, c'est le O que je me trompe. Zeolac, merci. Merci. Voilà. Donc, pour... je vais juste te mettre dans le chat, le... Voilà, deuxième stream, le deuxième cast est à cette adresse. Ce que je pense que je pourrais même carrément faire, direct qu'on est dans la phase de préparation, vous allez voir ça. Ça va être super propre. On va aller faire un multi-stream. Voilà. Premier stream, c'est ça. Deuxième stream, 36v4. On va les mettre côte à côte comme ça. Watch stream, voilà. Donc là, on va juste les mettre sur muet. Ah, en plus, c'est vraiment propre. Ah, c'est propre comment il fait ça, lui. Voilà, et puis pour une raison ou pour une autre, j'arrive pas à me mettre moi-même sur muet. Mais voilà, si jamais vous voulez voir l'un ou l'autre des lives, ou carrément les deux en même temps, je vous mets ça dans le chat. Et puis au moment où je dis ça, les attaquants sont en train de commencer à arriver. Notez dans la composition ici, premièrement on est retourné à l'armurerie. Voilà. Fallait être inscrit. Ouais, les inscriptions se ferment au moment où on commence la compétition. Donc, malheureusement, il n'y aura pas vraiment moyen que tu participes aujourd'hui si tu voulais participer. Mais la semaine prochaine, définitivement, les inscriptions sont encore ouvertes. Est-ce qu'on a eu carrément une sortie ici de la part de Flex? Non, il a juste été en mesure de trouver une petite ligne. Ici, s'il fait... Oh, si on fait pas attention, ceux qui sont en rappel, comme par exemple ici, justement, Kaneki. Il va tenir la ligne. Ils ont définitivement peur que Flex tente à nouveau la même chose, mais il va pas vouloir trop pousser sa chance parce que l'avantage de surprise actuellement est perdu. Donc pour l'instant, voilà, il va tenir une ligne plus ou moins vide. Définitivement, il est très statique. Il n'est pas en train de contribuer à l'assaut, pas en train de contribuer au push sous quelconque façon que ce soit, mais en même temps, il s'assure que ses alliés ne se fassent pas tirer dans le dos. Donc tant et aussi longtemps qu'il n'y aura aucun défenseur dans les environs, il est en train de perdre son temps, au bas sens du terme. Mais ultimement, c'est une précaution qui est quand même tout à fait nécessaire à prendre. Slane est en train de prendre des informations. Kaneki, pour sa part, a réussi à rentrer. Et puis très rapidement, il y aurait peut-être même moyen justement qu'il a cherché le kill sur Flex. Flex qui est lentement mais sûrement en train de se ramener justement vers les escaliers. Il va tenir au Seaging, vous se présenter dans le trou, ça pourrait ne pas le faire. Puis Kaneki, Kaneki a pas pris l'information justement sur Vigil en bas. Hask va aller chercher le frag sur Slane, ça va déjà nous laisser en situation de 2v5 malgré le fait qu'il a encaissé beaucoup de dégâts. Lui aussi va tomber très rapidement. Flex on joystick, la double et immortile finalement avec la nitro. Manche parfaite. Les membres de la G3 n'ont perdu absolument aucun joueur. Une belle nitro pour la quatrième finale, c'était du solide, si je puis me permettre.
Encore une fois, les kills sont arrivés relativement rapidement, donc malheureusement, je n'aurai pas particulièrement beaucoup de replay pour vous. Ask ici avec le double kill très rapidement, c'était du solide. Il a encaissé beaucoup de dégâts, mais il a quand même réussi. Et puis définitivement, en termes de fusillade, en termes de kills, les membres de la monarchie manquent un peu à ça. Si vous regardez, la stratégie est correcte. Puis les membres de la monarchie, évidemment, ont leur stratégie. Les membres de la monarchie se connaissent et tout ça. Sauf que malheureusement, quand c'est le temps de venir faire une fusillade, quand deux joueurs de deux équipes opposées sont face à face, et bien c'est presque toujours les membres de la G3 qui remportent leur fusillade, qui remportent le kill. Ou je devrais dire, encore plus, c'est dans la dernière ronde, toujours les membres de la G3 qui ont remporté leur kill. Après tout, ils ont une manche parfaite, ils n'ont perdu absolument aucun joueur, et ça, c'était du solide. Donc pour la 5e manche, on va aller à l'inspection de la douane et à la réserve. C'est un nouvel emplacement qu'on n'aura pas vu jouer jusqu'à présent. Et voilà, là on va venir immédiatement en bas. Avec une composition, encore une fois, relativement, je dirais, légère. Vraiment la seule ou l'unique exception qu'on viendrait sortir par rapport à ça, ben nécessairement, ça va être Flash. Flash qui est un opérateur assez lourd, mais qui n'est pas non plus là pour tenir une ligne comme les autres opérateurs lourds. On sait vraiment à quoi ça va servir. C'est un drone vivant. Avec le bouclier AEE, elle peut prendre des lignes, prendre des informations sans avoir peur de se faire tirer dessus. Et puis après ça, avec une bonne communication chez l'équipe, ce qui a l'air d'être le cas, honnêtement, je suis quand même agréablement surpris des performances de la G3. Et donc, avec une bonne communication, il y a moyen vraiment de prendre les informations sur à peu près tout le monde. Et après ça, de tout savoir. On note par exemple que la une trappe ici n'a pas été renforcée. Est-ce que c'était par manque de renforcement ou volontairement? Ça reste à savoir. Et on peut noter encore une fois une défense relativement large, flexion joystick ici, qui va aller renforcer des murs qui sont relativement loin de l'objectif, qui n'ont rien à faire, je devrais dire, avec l'objectif. Et c'est un bien pour un mal. Définitivement, il y aura moins de renforcement sur l'objectif directement. Mais en même temps, si tu es capable d'empêcher les attaquants de se rapprocher de l'objectif, ben, ils ne seront jamais en position pour rentrer dans l'objectif. On avait la Zuni ici qui a commencé à ouvrir une petite ligne. On a Immortal qui est juste là, qui va vouloir le tenir définitivement. L'absence de termites va faire en sorte que ouvrir ces murs-là pourrait être relativement facile. Définitivement, ici, Immortal ne pourra pas retourner poser une batterie. Et puis Ibana n'a pas besoin de se présenter. Si Termite est en train de poser une charge exothermique sur ce mur-ci, il se ferait tirer dans les tibias définitivement à cause des ouvertures que la Zuni a fait. Mais Ibana n'a pas ce même problème. Et on peut voir justement les murs qui vont commencer à ouvrir. La Zuni va s'assurer qu'il n'y a pas de Banditrix qui aura lieu. Ça ne sera pas le cas et la pression va très rapidement commencer à arriver. Voilà, le mur est maintenant ouvert. Et est-ce qu'on a des gens qui tiennent la ligne? Kaneki est en train de droner, mais voilà, très rapidement, il va tenir une ligne qui ne mène plus à rien parce qu'Immortal, lui, s'est relocalisé. Pas de beaucoup, mais quand même, c'est la seule chose qu'il faut faire pour gagner une demi-seconde de temps de réaction. Quand t'es en fusillade d'une demi-seconde, ça peut faire la différence entre la victoire et la mort. Seigneur du Sale qui est capable de faire un premier kill. Va-t-il vouloir lancer une charge Candela pour rusher Bandit? Ou j'ai l'impression que non, finalement, on va se relocaliser. Ma curiosité va être voilà en lien avec Ask. Ask qui n'est pas capable de protéger son allié malheureusement, donc il va se retrouver en situation essentiellement de 1v1. Est-ce qu'il va être capable? Oui, il va être capable de changer de fusil et de tirer sur son adversaire. Capitaine va tomber. Les attaquants vont donc perdre le désamorceur. La Zuni va tenter de prendre une ligne à partir de l'autre mur renforcé, mais pour l'instant, ça ne mènera pas à grand chose, pas parce qu'il a mal joué, mais tout simplement parce que personne n'est derrière ce mur-ci, donc bel essai, mais pour le résultat, ben, ça dépend nécessairement de l'emplacement de tes adversaires. Est-ce que Ask a réalisé qu'il avait le désamorceur? Je ne pense pas, parce que s'il avait réalisé qu'il avait le désamorceur, il serait définitivement resté en haut pour le protéger. Seigneur du Sale ici, qui va donc avoir une opportunité assez simple d'aller récupérer le Diffuse, par exemple, ça ne semble pas être dans leur intention. Matix qui va être capable d'intercepter la Zuni, la caméra qui est encore intacte, je pense, voilà, donc il aura vu Seigneur du Sale, et là, ça commence à très mal regarder. Au moment où il veut détruire la caméra, on va avoir Matix qui va le pique. Seigneur du Sale qui va donc se faire punir pour sa petite erreur d'avoir levé son viseur au moment où il ne fallait pas. Un très beau kill ici de la part de Matix. Bon, plus que ça va, plus que pour les replays, c'est triste. J'en ai que 2 ici. Il rate vraiment une grosse quantité de kills. Et puis, quand c'est des rondes quasiment parfaites, ben évidemment, il n'y a que 5 joueurs qui sont morts. Mais si ça finit en situation de 1v1 à la fin, eh bien, on va avoir après ça, comme par exemple, oh, le live, perdu la connexion Twitch. Image perdue, réseau. Déconnecté. Reconnexion en cours.
Reconnexion réussie, ok. Ouf! Ah bah, ce qui dit bug, ouais, ouais, j'ai vu ça, on a perdu la connexion. Par exemple, tu n'auras rien raté. Le OBS a perdu la connexion à Twitch, il s'est reconnecté. Puis au lieu comme de streamer dans le vide, il a coupé le live et puis il va le reprendre là où il avait arrêté. Donc on a augmenté notre décalage de live de 10 secondes. On est rendu à 70 secondes de décalage de live. Mais le contre-argument, je devrais dire la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que ben, absolument rien en termes de live n'a été perdu pour vous. Situation maintenant de 4 à 1, ça commence à mal regarder, je dirais, pour les membres de la monarchie. C'est loin d'être terminé, et puis on peut voir qu'ils ont décidé de rejouer Clash, donc Ask qui avait été parfaitement satisfait de ses performances, ça c'est toujours beau à voir. Dernière manche avant le changement de rôle. La dernière manche, donc, où la G3 va défendre et la monarchie va attaquer. Si la défense est plus facile à faire pour les membres de la monarchie, eh bien, ils pourraient commencer à gagner des rondes. Définitivement, défendre c'est un petit peu plus facile sur cette map-ci. Ça dépend toujours, évidemment, de l'enjancement de la map et de comment le tout fonctionne. Après tout, Rainbow Six Siege, c'est pas comme Call of Duty, et le mode de jeu n'est pas symétrique. Donc, par nature de la carte, l'une ou l'autre des équipes peut être avantagée. C'est pour ça, après tout, qu'on a le changement de rôle à chaque 6 manches. Seigneur du Sol ici qui va utiliser Capitao avec la M249, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent et je vais être vraiment curieux de voir comment il va vouloir jouer la M249 parce que Capitao est un opérateur léger, hein, avec un seul point d'armure, 3 points de vitesse, donc on pourrait se dire, ah il va rusher, mais finalement s'il préfère utiliser la M249, il y aura pas il va être trop lourd pour rusher tout simplement. Et très rapidement, il va tomber aux balles de Flex. Flex qui était essentiellement en train de protéger son allié, la Clash. Ask ici qui semble savoir voilà où la pression va arriver. Oh, Sludge va tomber à terre en PLS par exemple dans son dos. Kaneki va aller chercher le refrag. Très bien joué. Est-ce qu'ils vont être en mesure de sauver Castle? Parce que je veux dire, à la limite, Ask n'a qu'à sortir et qu'à le tuer au taser, ce qui serait vraiment tout à fait hilarant. Mais définitivement, ici, on va probablement avoir Nomad qui vient le réanimer. Voilà, Nomad va réanimer son allié. Et donc, Xeloak est de retour sur pied. On est de retour en situation de 4v4. Quoique chez les défenseurs, tout le monde est en vie avec toute sa vie. Et chez les attaquants, ben, Xeloak définitivement est à seulement 20 PV. Après tout, il vient d'être réanimé d'un PLS fort malencontreux pour lui. Les opérateurs sont à peu près tous en haut. On a vraiment très peu de défense sur l'objectif même, tellement qu'on pourrait carrément croire que l'objectif est en haut si on voit vraiment l'importance qu'on va mettre. Zex ici va réussir. Non, on ne réussira pas à aller chercher son kill. Lazuni, pardon, on va aller chercher le frag. La -2 ici de la part de Lazuni. Très bien joué les charges Candela, malheureusement, qui vont clairement flash son allié. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Pulse ici. Immortal a réussi à faire un kill très rapidement, ça nous redescend en situation de 3v2. Tout de même, l'attaque a encore un avantage numérique. Matix ici avec la sortie qui est capable d'aller chercher le kill. Monarchie a donc perdu le désamorceur. Et là, avec 1 minute 11, il va falloir que quelqu'un aille le récupérer, ce qui va donner des mouvements relativement prévisibles. Et puis Matix, s'il fait la même sortie au même moment, ben, il pourrait aller chercher un autre kill relativement facilement. L'avantage numérique pour les attaquants a maintenant été perdu. Lazuni ici qui tenait des lignes à partir de l'étage supérieur, mais ça ne passera pas. On va tenter de lui tirer dans les pieds. Mais finalement, la barricade Castle va se faire détruire, ce qui va forcer Immortal à se relocaliser. Il va continuer à tenir des lignes. Mais à cette distance-là, je dirais que Ying... Oh non, ça ne passera pas. J'allais dire Ying a peut-être un avantage avec son Nakog. Mais finalement, ça ne sera pas le cas. Immortal est capable de... Lazuni, pardon, va faire le kill sur Matix. Son bouclier est quasiment détruit. Il a très peu de vie. Et pour l'un et pour l'autre des joueurs, le moindre balle va s'avérer fatal. Ils vont tenter de poser. Ça n'a pas l'air d'être un bait. Donc ça va être un kill tout à fait facile pour Immortal. Lazuni ne semblait pas l'avoir entendu arriver. Ce qui est fort dommage ici, parce que définitivement, une fusillade aurait été beaucoup plus intéressante que juste un kill gratuit donné comme ça. On a un peu plus de replay cette fois-ci, et ça c'est toujours très agréable. C'est combien les autres? On va aller vérifier ça très rapidement. Okay. Donc, on va aller voir pour l'autre équipe. Oups, ici 6 à 1. Donc dans l'autre partie là-bas, c'est 6 à 1. Et donc ça nous indique essentiellement que dans les deux cas, il y a une équipe qui domine clairement l'autre. Voilà, Immortal qui a fait une belle doublée, mais qui s'est fait intercepter assez... Ah non, pardon, c'était pas... C'est intercepté, en fait, celui qui a fait le kill. Lazuni également a fait un triple kill. Et voilà, finalement, on a eu la G3 qui a remporté cette manche-ci. Notez qu'on vient d'avoir le changement de rôle. Donc c'est maintenant les membres de la monarchie qui défendent et les membres de la G3 qui attaquent.
Avec Slane qui va jouer Clash, donc apparemment il faut croire que Clash s'avérait être une bonne nuisance pour l'une et pour l'autre des équipes, et c'est pourquoi ils vont préférer la ban, carrément, de A à Z. La défense, qui commence de manière relativement classique jusqu'à présent. Des fois, on va avoir des équipes qui vont tout simplement inventer leur nouvelle stratégie puis qui vont vouloir changer la méthode, qui vont vouloir proposer quelque chose de nouveau. Et on a d'autres équipes qui, elles, vont préférer comme trouver les stratégies les plus standardisées, les meilleures stratégies qui ont été découvertes par la communauté et tenter de les optimiser le plus possible. Jusqu'à présent, ben, je dirais que la monarchie ici nous semblerait avoir une stratégie d'attaque, de défense, pardon, relativement classique. Au moment où je dis ça, par exemple, on peut noter quelque chose qui est vraiment très inusité, ça va être le fait que ce mur-ci a été renforcé qu'une seule fois. Parce qu'après tout, s'il y avait un défenseur qui était là pour renforcer le premier mur, pourquoi n'a-t-il pas renforcé le deuxième mur? Est-ce que c'était volontaire? Et puis rendu là, j'aurais tendance à penser que ça l'était, parce que définitivement, il n'y a personne qui s'en va le renforcer. Zeloak, va-t-il y arriver? Va-t-il y aller? Peut-être pas, il le regarde. Il semble savoir que ce mur-ci n'était pas renforcé, mais est-ce qu'il va faire quelque chose en lien avec ça? J'ai l'impression, pour le meilleur ou pour le pire, que non. Flex ici va tout de suite commencer à droner. Ouais, les autres ont terminé. Ouais, j'ai vu ça, l'autre team avec un 6 à 1, c'était sûr que ça allait pas être très long. Donc essentiellement, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est terminer cette map-ci. Et puis après ça, on va être prêt à y aller avec les finales. Essentiellement, la petite et la grande finale. Voilà, les membres de la G3 sont en train de prendre possession, de prendre contrôle du balcon. Vous avez fini 7 à 1. Bon ben, GG à l'équipe qui a gagné. Le drone va se faire immédiatement éliminer. Qui était juste là à attendre? Je me trompe de personne. C'est Zeloak, évidemment. On va prendre l'opérateur avec la coque pour tenir la ligne. Par exemple, s'il y avait un point rouge ou un holographique qui aurait perdu son viseur avec la coque, ça ne sera pas le cas. Tout de même, on peut voir les silhouettes chez les attaquants qui se sont relocalisés, qui semblaient penser que c'était un peu trop dangereux d'attaquer de ce côté-là. Et donc, ils vont tenter de prendre une autre ligne. Flex qui est capable d'aller chercher un premier kill. C'était un kill vertical, j'ai l'impression. Non, c'est pas un kill vertical. Il montait les escaliers et il a réussi tout simplement à désorienter quelqu'un. Par exemple, la -2 va-t-elle passer? Malheureusement, non. Valkyrie ici va venir abattre son adversaire. Seigneur du Sale et Zeloak vont faire un kill en très rapide succession l'un et l'autre, ce qui va mettre en avantage numérique la monarchie. Quelque chose qui, ben, malheureusement pour eux, n'aura pas été le cas très fréquemment. Matix va être capable d'aller faire un kill également. Il va donc cesser tenter de rentrer dans l'objectif, par exemple, avec Clash qui lui met de la pression d'un côté, puis après ça, ben, on va voir évidemment juste par-dessus son épaule, on va voir Smoke juste là, ça va commencer à être difficile. Ask, pardon, va aller chercher le kill. Donc il va vraiment falloir que Seigneur du Sale revienne sur l'objectif rapidement, parce que sinon Slane va avoir de la difficulté à retenir l'assaut. La nitro ici de la part de Seigneur du Sale qui va aller faire un kill, et Slane de son côté avec son pistolet qui a réussi à aller chercher le kill. Très bien joué, la monarchie qui nous montre donc que c'est capable de remporter des manches. Alors, la défense semblerait définitivement être beaucoup plus facile que l'attaque. Les replays pour cette ronde-ci, je sens qu'ils vont être tout à fait solides. Donc, Kamikaze, tu me rappelleras, c'est la vaisselle qui ont gagné 7 contre la Combus avec un seul point. C'est noté. Donc, à la fin de la partie, je rentrerai ça dans le Sonic Square. Ah, les replays qui sont de toute beauté ici. Des fois, vraiment, je rate beaucoup de kills, mais je pense que cette fois-ci, on a eu un bon game sense au niveau de la perspective de quel joueur il faut prendre pour être en mesure d'assister à tous nos kills. Et voilà, finalement, avec le kill final qui était... Je sais pas si techniquement parlant, c'était un travers, mais définitivement, c'était du solide, et là, on est en train de... Donc, on va couper ça là. Pour la 8e manche, donc on va aller au guichet. Ce qui risque tout de même de un petit peu, je dirais, surprendre les membres de la G3 ici. Parce qu'après avoir gagné à l'armurerie, typiquement, on se dirait, ah ben vous allez aller vers... en bas, vous allez aller vers la salle de ventilation et vers l'atelier. Mais c'est quelque chose qui n'aura pas lieu cette fois-ci. Donc, une petite surprise définitivement est à s'y attendre. Comment ils vont jouer ça, par exemple, ça reste à voir. On peut voir que bon, les toilettes vont définitivement devoir se faire renforcer de A à Z. Mais après ça, le reste des renforcements et le reste des ressources de manière générale, que ce soit des Mingu ou des Barricades Castle, d'après moi, vont venir vers le top. La verticalité dans cette map-ci qui est particulièrement importante. Au moment où je dis ça, par exemple, on peut voir Lazuni qui lui va poser ses panneaux de blindage à gauche et à droite pour vraiment limiter les possibilités de mouvement. Il cherche un peu de drone. Le drone, par exemple, s'est fait intercepter assez rapidement. Et voilà, on va mettre une barricade Castle vers la salle des serveurs. Kaneki est en haut. Il a renforcé une première trappe.
Une trappe, par exemple, qui n'est pas une trappe qui mène sur l'objectif, mais on peut quand même voir les lignes qu'il y a moyen de prendre. Hein. Si ce mur-ci devait être ouvert avec, voyons, les désamorceurs posés juste là, ça peut être particulièrement dommageable. Mais on peut regarder, puis je suis quand même un petit peu surpris. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de ressources utilisées en haut. Il y a quand même, au moment où je dis ça, 3 joueurs qui sont au top. Tout de même, on peut noter, je pense que c'est carrément la première fois qu'on voit Ash dans la composition de l'une ou de l'autre des équipes. Immortal va-t-il se laisser tenter par un rush particulièrement agressif? La réponse semblerait être non. Il attendait que quelqu'un drone et que quelqu'un pose une charge explosive pour faire ouvrir ce mur-ci. Et donc ça, évidemment, la grosse explosion. Et puis ça va donner du temps quand même aux défenseurs de se relocaliser et de réagir face à ça. Par exemple, quand on dit réagir face à ça, bon, ils vont prendre l'information avec les caméras, mais ils vont pas en faire particulièrement plus que ça. Ici, voilà, ils sont en train de commencer à préparer leur assaut sur l'objectif. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'attaquants, on va juste confirmer très rapidement, qui sont en train de s'en prendre à l'étage supérieur. Et donc c'est un bien pour un mal, ils vont carrément ignorer les roamers pour s'en prendre immédiatement à l'objectif. Mais en même temps, s'ils font pas attention, ben, comme par exemple des trappes ouvertes ou des roamers vont redescendre les escaliers et vont arriver dans leur dos. Donc il faut faire attention à ça. Mais pour l'instant, là, l'attaque va vraiment être face à face et ne va pas trop jouer sur la verticalité. Kaneki de son côté va immédiatement se faire intercepter. Doc reçoit de la pression, donc c'est vraiment un jeu de travers et un jeu de game sense, plus ou moins de chance rendu là également. Et c'est pourquoi il va quand même se laisser tenter par une rotation. Il se sent pas trop en danger, puis il savait qu'il pouvait se relocaliser sans trop risquer cher. Par exemple, si Kaneki a réussi à faire un team kill, malheureusement va arriver. Est-ce que Kaneki va réussir à lui faire le kill? Si oui, on peut carrément lui créditer une -2. Un travers qui ne passera pas, c'est Lazuni qui va aller faire ce kill sur Matix, mais quand même Flex on joystick est capable d'intercepter Kaneki. Ça va nous laisser avec l'attaque déjà en situation de 2v4, pardon. Zex ici qui voit tout son adversaire un peu trop tard, mais qui va quand même être en mesure de punir Seigneur du Sale. Et ici, on va avoir Flex qui va devoir commencer à prendre des informations à droner après tout. Voilà, beaucoup de défenseurs ont bougé avec les rotations qui ont eu lieu, avec les flancs des roamers et tout ça. On va vouloir savoir qui est où et on va vouloir un peu reprendre nos esprits. Tout, cependant, n'est pas joué. C'est quoi ce ping? Les pings ont l'air à peu près corrects. Je veux dire, le plus gros ping qu'on a, c'est Zex ici avec 80. 80, c'est encore entièrement jouable. Et là, quand même, ils vont pouvoir droner comme ils le veulent. Il va tout de même, ultimement, falloir... Oh, ici, Slane, avec la verticalité qui est capable d'aller chercher le kill. Il va quand même falloir qu'il commence à s'en prendre à l'objectif éventuellement parce qu'il lui reste que 42 secondes. La bonne nouvelle, c'est que Zex, s'il est le dernier joueur en vie de son équipe, a le désamorceur. Donc, il n'y a pas besoin de faire une rotation pour aller à quelque part le récupérer. Le désavantage, par exemple, c'est qu'il est en situation de 1v3. Clash pourrait être particulièrement difficile à déloger. Avec une lanceur jab bien lancée, par exemple, il y aurait moyen d'aller chercher le kill. Cependant, ça va fonctionner seulement s'il est capable d'aller chercher le kill sur Doc, qui a raté ses premières balles. Doc va donc être à terre. Il va possiblement vouloir se relever, puis malheureusement, Zex ne va pas en profiter pour aller l'achever. Doc était tout de même derrière un mur non renforcé, il aurait pu le tenter, mais finalement, non, ce ne sera pas le cas. Et puis là, voilà, les défenseurs ont l'information sur sa présence. Eloak va aller chercher le kill. Avec la percussion qui était lancée de la part de Castle, c'était vraiment une question de temps avant qu'il ne se fasse encercler. Définitivement, une fois que les défenseurs savaient... Ah, c'était un travers comme ça? Waouh! Je sais pas comment il a réussi à aller chercher le kill, mais définitivement, c'était quelque chose. Hop. Préparons le replay. Et puis, ouais, donc ça nous montre quand même que défendre sur frontière, c'est beaucoup plus facile que d'attaquer. Quand on avait les membres de la G3 qui défendaient, c'était les membres de la G3 qui remportaient toutes leurs fusillades, qui remportaient toutes leurs manches. Maintenant que la monarchie est en train de défendre, c'est la monarchie qui gagne toutes ses manches. Et puis, donc, ça pourrait vraiment rallonger la durée de la compétition, la durée de cette partie-ci, parce que c'était quand même une situation de 5-1. Les membres de la G3 ont gagné 2 rondes, et puis ça va être gagné pour eux. Mais tout n'est pas encore joué. Et puis ici, on va voir les quelques de gars. Waouh! C'était le travers au travers du... Oh! C'était du solide! Aïe aïe, j'adore voir ça! Donc on est maintenant en situation de 3-5 et puis la monarchie qui est définitivement en train de rattraper son retard. Donc maintenant on va aller à l'atelier à la ventilation. C'était vraiment l'emplacement qu'on se serait attendu à voir un petit peu plus rapidement. Avec comme composition des compositions pour les attaquants et pour les défenseurs qui sont relativement statiques. Pas que c'est exactement la même compétition. Caveira n'était pas dans la compo chez les membres de la monarchie précédemment. J'essaie de penser à qui on a perdu pour avoir... je pense que c'est Lésion. Lésion était là dans la précédente composition, maintenant c'est plus le cas. Chez les attaquants, la nouveauté qu'on va avoir, ben ça va être Ibana ici. Ou Ibana et ou Termite. Donc on n'aura jamais eu deux opérateurs qui étaient dédiés à ouvrir des murs renforcés. Chez la G3, la monarchie leur a fait tolère avec Clash et Ibana, mais pour la G3 c'est une nouveauté.
la stratégie de défense qui va être, je dirais, relativement typique et puis typiquement élargie. Évidemment, on ouvre la salle de bain puis on va agrandir un peu l'objectif, mais ça c'est pas grave parce qu'on peut renforcer plus loin, ça va donner des belles possibilités de déplacement et de rotation aux défenseurs. Ma seule question va être en lien avec les opérateurs qui vont être à l'étage supérieur et puis quelles défenses vont être posées en haut. La réponse va être très peu. En fait, typiquement, au lieu de renforcer les trappes, on aurait tendance à renforcer le mur extérieur sur l'armurerie, ce qui, cette fois-ci, n'aura pas été le cas. Slane immédiatement qui va se présenter aux fenêtres, prendre des informations, fenêtres ou portes, il va attendre de voir de quel côté ça fait du bruit, et il va vouloir savoir qui arrive de ce côté-là. Ça va être Zex qui mettait de la pression, et puis si quelqu'un est en mesure de déloger Slane, ben ça risque d'être Zex avec l'arbalète tactique qui pourrait tout simplement rendre l'air irrespirable pour Slane, ça peut vraiment faire du sale. Kaneki recevait de la pression et puis se préparait une petite rotation, par exemple ici, s'il fait pas attention, il va se faire encercler et ça très rapidement. Et c'est pourquoi il va vouloir fuir, mais finalement ça passe pas, il va falloir qu'il utilise une grenade de percussion. Et puis ici, vraiment, on peut le voir encerclé, on voit au moins 4 silhouettes, je devrais dire, autour de lui. Et finalement, c'est Matix qui va aller chercher le kill. Les attaquants ont maintenant pris pied sur la salle de sécurité, mais ce n'était Kaneki n'était pas le seul défenseur à l'étage supérieur. Seigneur du Sale, lui aussi, est là. Est-ce que c'est moi ou Slane est également en train de monter? Donc voilà, on va quand même vouloir contester un peu la prise de possession de l'étage supérieur. On veut surtout pas que les attaquants soient capables de se positionner au-dessus de l'objectif même. Flex qui va préparer une grenade. Cette grenade-ci pourrait vraiment faire mal, mais elle va carrément détruire la barricade. Oh, à part de ça, par exemple, elle n'aura blessé absolument personne. Matix et Seigneur du Sale vont avoir fait un kill, vont s'être échangés en fait. Ils vont s'être entretués l'un et l'autre. L'avantage numérique pour la défense, pour l'attaque, pardon, qui est encore à 1. Mais à part de ça, une situation de 3v4, c'est déjà un peu plus difficile à faire que 4v5. Zex qui va tomber très rapidement au bal de Lazuni. Donc voilà, l'avantage numérique des membres de la part de l'attaque est vraiment solide. Slane qui va se laisser tenter par son pistolet, qui actuellement est en train de se dire c'est un peu trop dangereux. Le feu qui va vraiment être dangereux, il peut pas juste rentrer, mais quand même il va le tenter. Il va encaisser beaucoup de dégâts grâce au feu, mais il va quand même être en mesure d'empêcher la pose du désamorceur. Je suis pas certain si c'était un échange qui en valait la peine, parce que maintenant c'est une situation de 1v3 pour Zeloak. Le désamorceur est en train de se faire poser, puis il pourra pas l'empêcher de se faire poser. Le reste de ses alliés qui tiennent des excellentes lignes justement pour protéger la rotation. Un échange de Slane qui est très intéressant. Il a décidé de sacrifier sa vie pour empêcher le désamorceur de se faire poser. Zeloak, ultimement, qui était quand même un petit peu trop loin pour pouvoir empêcher ça d'arriver. Il va avoir un très bon game sense, par exemple. Il sait qu'il ne peut pas s'en prendre à l'étage inférieur, qu'il ne peut pas déloger le désamorceur sans s'attaquer au top. Ici, très rapidement, il va trouver Buck. Buck va tomber, mais on va voir Ask. Oh non, Buck est tombé au bal de Ask, mais Ask, ultimement, réussit à aller faire le kill. C'est tout ce qui compte, tout compte fait. Et donc un très beau jeu ici de la part de la G3. Je ne m'attendais pas trop à ce revirement de situation, mais c'était tout de même très bien joué. Et on est maintenant en point de match si les membres de la G3 remportent leur prochaine manche. Pour eux, ça va être gagné. Allons-y donc avec les replays. Caveira qui a été beaucoup trop agressive, évidemment, défendre le CCTV. C'est très difficile, quelque chose qu'on fait presque jamais. Ici, il s'est dit, tant pis, je vais me mettre dans le feu, mais je vais aller chercher le kill. Une bonne gestion du recul également, va falloir créditer ici pour le joueur que j'ai fait, parce que définitivement, c'était pas facile à faire avec ce fusil-là. Il a su quand même faire un échange qui, ultimement, en valait, je pense, la peine. Donc voilà, manche décisive. La manche décisive qui va s'en venir cette fois-ci au casier de l'armurerie et aux archives. Donc on va retourner là où tout a commencé, si on veut voir ça comme ça. Et puis la composition change toujours légèrement. Ni l'une ni l'autre des équipes semblent avoir trouvé comme là une composition idéale. Et puis évidemment c'est la chose à faire parce que si on faisait toujours la même chose et pour l'une et pour l'autre des équipes, il deviendrait très prévisible et donc facile à contrer. Clash va quand même être un opérateur qu'on aura vu une fois. Puis après ça, définitivement, ils auront décidé que c'était une bonne idée de l'avoir. Donc les deux équipes l'auront toujours, mais je veux dire toujours utilisé. Ce qui définitivement est beau à voir. Zeloak, voilà, va renforcer ce mur-ci. Et puis à part de ça, on va avoir une défense quand même large. La nouveauté, vraiment, je voudrais souligner, c'est Kaneki ici avec Alibi. Et qui a déjà lancé 2 prises d'ailleurs. Un premier va être juste ici. Et puis le deuxième, voyons voir où il va être. Ah voilà, ici.
Le dernier prisme va se faire poser, voilà, face à la fenêtre dans les bureaux. Ça sert beaucoup plus à faire peur qu'à faire un bait. Je veux dire, comme par exemple, il pourrait, Kaneki, lancer 3 prismes autour de lui, puis être l'une de ces alibis-là. Les attaquants ne savent pas dans lequel tirer. Ce qui donne comme une fraction de seconde d'avantage à Kaneki, mais après tout, des fois, c'est tout ce dont on a besoin. Ultimement, c'est pas cette stratégie-là qu'il tente d'utiliser cette fois-ci, mais il va les poser à gauche et à droite, puis compter justement sur le réflexe de ses adversaires pour leur identifier l'emplacement de Kaneki. Pardon, pas des attaquants, voilà. Twitch immédiatement va commencer à prendre des informations sur la salle de sécurité, mais cette fois-ci, personne ne va tenter de la tenir. C'est beaucoup trop dangereux de le faire. Lazuni va ouvrir ce mur-ci et il va sauter. Ah, est-ce qu'il veut tenir la ligne comme ça? S'il le fait, c'est une ligne très étroite qui peut être particulièrement intéressante à tenir. Le désavantage, par exemple, c'est que s'il devait remonter après ça, il faut qu'il passe par les escaliers et ça va prendre un petit peu plus de temps. Parlant justement de remonter, les attaquants ont pris le contrôle de CCTV et vont maintenant commencer à attaquer de l'autre côté. Le travers ici serait possible. Lazuni a encaissé une grosse quantité de dégâts. Malheureusement, il va sauter à nouveau ici. Et puis il va essentiellement se mettre dans une position où il va devoir faire la même rotation une deuxième fois. Les attaquants sont actuellement en train de mettre de la pression. Voilà, à partir du balcon ouest, ce mur-ci va se faire ouvrir très rapidement. C'est pas vraiment une grosse surprise. Et on va avoir Doc qui va être le premier à tenir ça. Slane également qui va venir en face pour... est-ce que son bouclier AE a été désactivé par la grande Thatcher? Je pense que oui. Il y a quand même encore le bouclier, donc il peut encore retenir ses adversaires, mais tout n'est pas donné. Rustic est en train de faire une rotation. Je ne sais pas trop pour aller où. Seigneur du Sale va faire un premier kill sur Flex. Ici, Zeloak va savoir où sont ses adversaires. Il va tenter, j'ai l'impression, mais ça ne passera tout simplement pas. Slane qui continue à prendre des informations. Termite va être dans le fond là-bas. Il va tout simplement tenir la ligne. Hask de son côté est capable de faire un kill. Par exemple, Matix et Hask vont tous les deux... donc, Kaneki et Matix vont tous les deux faire un kill très rapidement. Voilà, ça nous redescend en situation de 3v3. Le jeu anti-roaming qui fait définitivement très bien son travail. La décale ici. Kaneki va réussir à aller chercher le kill. Très bien joué. Matix, pour sa part, est rendu un peu dans le dos des attaquants. S'il fait pas attention sur la gauche, le petit flic, si on peut appeler ça comme ça, va passer. Zex a encaissé une grosse quantité de dégâts, par exemple. Il n'est pas capable d'avancer plus loin que la salle de sécurité. Par exemple, il lui reste encore un arbalète de feu et puis s'il le veut, il pourrait peut-être tuer Slane au feu. Il a très peu de vie, par exemple. Slane pourrait également le tuer avec son taser. Ici, très rapidement, on va avoir la présence des deux adversaires. Ici, par exemple, ça ne passera pas. Matix va tomber. Ça va nous laisser avec Zex. Zex qui va tomber au même moment. Et à voir ce qu'on voit dans la killfeed ici, je pense que c'était même au bouclier, quelque chose qui arrive particulièrement rarement. Et voilà, un beau kill pour Slane. Hop, avec le replay, Capito avait 3 PV, donc c'est vraiment pour ça que Slane était en mesure de l'abattre assez facilement. Et tout ça, ça nous montre que la monarchie n'est pas encore sortie du jeu. Ils sont capables de... malgré le fait qu'ils sont en manche décisive, ils sont capables de survivre, ils sont capables de gagner leur ronde. Par exemple, tout à l'heure c'était un 3 à 4, maintenant c'est un 4 à... pardon, tout à l'heure c'est un 3 à 6, maintenant c'est un 4 à 6. Ça veut dire que, tout de même, ils sont encore en point de match. Tout de même, la G3 gagne cette manche-ci et c'est gagné. Donc, ils n'ont absolument pas droit à l'erreur, les membres de la monarchie. Il va falloir voir ce que ça va donner. Et puis ici, on peut voir une composition, je dirais, assez typique pour l'attaque. La défense, premièrement, va venir au guichet. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très atypique. La monarchie qui semblerait être parfaitement à l'aise avec une défense guichet. Et puis, définitivement, quand il le faisait, il gagnait. Et donc, on peut vraiment leur donner du crédit là-dessus. On a Misty Lovia. Hey, bonjour Misty, comment ça va? Alors, la défense qui s'en vient immédiatement ici. Les murs renforcés comme toujours. On va être un peu curieux quant à ce que Zeloak va aller faire. Zeloak veut saboter les drones, je pense. Empêcher ou limiter la prise d'information un maximum. Il y a un drone à ses pieds par contre qui a réussi à se faufiler. Non, il fait juste pratiquer des flics comme ça pendant la phase de préparation. Ce qui est un peu étrange parce que je ne pense pas qu'il ait posé des renforcements jusqu'à présent. Donc il a au bas sens du terme perdu genre 10-15 secondes de sa phase de préparation. Est-ce que quelqu'un s'en vient au top? Je ne pense pas. En fait, les 5 défenseurs sont encore en bas. La monarchie qui joue vraiment assez peu la verticalité. C'est un bien pour un mal. Définitivement, s'ils ne veulent pas tenir le top, à quoi bon le renforcer? Mais en même temps, si les membres de la G3 se décident de prendre une contrôle du top, après ça, ça peut être un peu plus dommage. Parce qu'après ça, les membres de la monarchie ne seront pas là pour contester la prise de possession du top. Et puis après ça, pour
résister face à ça. Zeloak qui semble carrément vouloir empêcher un rush particulièrement agressif. Il va pas faire une sortie de ce côté-là. Flex qui pourrait se laisser tenter par quelque chose de très agressif. Définitivement, si un opérateur devait rusher, on s'attendrait à ce que ce soit H qui le fasse. Pour l'instant, par exemple, ça ne sent pas particulièrement le rush aveugle, mais bien la prise de possession, disons, contrôlée et planifiée de l'objectif. Ici, le Banditrix va passer. On va tenter. Oh, Sling qui va protéger justement Seigneur du Sale avec son bouclier. Le Banditrix qui peut très bien passer. En fait, si on fait pas attention, Seigneur du Sale, par exemple, qui va devoir se retourner. Il n'a pas entendu la... Oh, il a perdu beaucoup de vie, mais il est encore vivant. Il a l'air AFK ou il a l'air de laguer parce que son temps de réaction est affreusement lent. Tout de même, il est capable d'aller chercher un kill avant de se faire intercepter. Frag, refrag, très rapide. Oh, ce alibi-là va définitivement s'avérer très problématique pour les attaquants, pardon. Et puis ici, Flex au top. S'il est capable d'aller chercher des belles lignes un petit peu plus en dessous de lui, et puis il y aurait Sling qui y passerait. Sling est quand même capable de bien empêcher la prise d'information. Les charges Candela qui vont faire du bruit, mais qui vont pas tuer personne. Oh, par exemple, Flex, lui, va tomber très rapidement aux balles de Flex. Les unis ici, par exemple, vont devoir empêcher le désamorceur, vont devoir désactiver le désamorceur. Et puis je pense qu'ils vont jouer la verticalité pour faire ça ici. Flex qui est encore en bonne position pour empêcher justement qui que ce soit d'y aller. Tout de même, on a Kaneki qui va se laisser tenter par une sortie, ne semble pas savoir exactement où il était. Et voilà, Hask n'avait qu'à se retourner pour aller chercher le kill. Hask va aller chercher la -2? Non, ça va le laisser avec Zeloak en situation de 1v3, pris entre plusieurs tirs. H a sauté, je crois. Voilà, là, il se fait carrément push. C'est vraiment quelque chose de rare et d'atypique. Il va réussir à mettre un adversaire en PLS, mais par exemple, derrière lui, Flex va arriver. Et c'est ainsi que la G3 va remporter la 11e manche et vont gagner la partie. Eux vont donc aller en grande finale.